commencer peut-être. Ça fait du bruit. Bonsoir à tous. Je suis ravi qu'on puisse se retrouver ce soir pour une soirée philosophie et éthique. Ça bouge. La Fédération régionale de recherche en psychiatrie santé mentale des Hauts-de-France. Bienvenue à tous. Alors je vais pas être très long pour le mot d'introduction, hein, de toute façon. L'idée c'est qu'on puisse écouter notre orateur ce soir et puis avoir un petit peu de temps pour discuter ensemble après du sujet. Je suis ravi qu'on puisse écouter ce soir Julien Devinant, qui est maître de conférence à la faculté de médecine, plutôt histoire de la médecine de fait, mais qui a une histoire personnelle d'histoire de la philosophie et en particulier histoire de la philosophie antique, et qui va pouvoir nous parler ce soir des troubles mentaux dans la médecine antique. Donc, je m'étends pas, je laisse la parole tout de suite à notre orateur et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Ça fonctionne ? Oui, vous m'entendez ? Ouais. Donc bonsoir à tous et merci donc, aux organisateurs de leur invitation à parler ce soir. Je suis très heureux d'avoir cette occasion de vous présenter quelques éléments d'histoire de la psychiatrie, peut-être là où on ne l'attend pas, c'est-à-dire avant la naissance de la psychiatrie à proprement parler, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Parce qu'en effet, ce soir, je vais vous parler donc, comme ça a été annoncé, de médecine dans l'Antiquité gréco-romaine. Alors, comme ça transparaît bien dans le titre de la conférence que j'ai prévue pour ce soir, les troubles mentaux dans la médecine antique, l'idée ce soir, c'est de brosser un tableau historique assez général sur ces questions, en essayant de situer les grands textes, enfin peut-être pas tous les grands textes, mais en tout cas situer un certain nombre de grands jalons. Mais je n'oublie pas la dimension philosophique de ces soirées. Alors initialement, on m'avait demandé si je pouvais éventuellement parler des thérapies de l'âme dans la tradition philosophique antique, en raison notamment du retour en grâce du stoïcisme dans ces dernières années. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un vrai revival du stoïcisme, notamment aux États-Unis, dans le domaine du développement personnel, où on fait du développement personnel stoïcien. Et l'influence en tout cas proclamée du stoïcisme antique sur les thérapies cognitives contemporaines, sur les TCC, il n'y est certainement pas étrangère. Alors c'est pas langue que j'ai choisie, d'abord parce que j'ai un peu regardé le sujet et j'ai l'impression que le parallèle entre les deux, s'il est assez amusant à faire, est finalement assez peu informatif du point de vue historique. Mais c'est pas ce que j'ai choisi de faire, surtout parce que j'ai voulu profiter de cette occasion pour vous présenter un aspect beaucoup moins connu des rapports entre médecine et philosophie dans l'Antiquité, qui est la présence de la philosophie dans les textes médicaux antiques. Alors, pour le dire autrement, je voudrais faire un petit peu d'épistémologie historique, d'épistémologie de la médecine antique. C'est-à-dire, l'enjeu, ce que je vais essayer de vous montrer, de faire devant vous ce soir, c'est de questionner les choix théoriques qui régissent la pratique du soin psychiatrique dans l'Antiquité. Et il se trouve que là aussi, il y a probablement un certain nombre de parallèles avec la psychiatrie contemporaine, ou en tout cas, on retrouve des questionnements similaires, vous me direz. Moi, je trouve que c'est pas inintéressant de voir comment les anciens ont abordé ces questions-là. En tout cas, il y a des parallèles qui s'ouvrent, qui sont potentiellement intéressants. Donc, et j'en aurais terminé avec les préliminaires avec cela. Mon titre est en réalité beaucoup moins générique qu'il n'y semble à première vue, puisque l'idée, c'est de questionner les conditions d'apparition de la catégorie nosologique trouble mental dans la médecine antique, en regardant vraiment les textes médicaux antiques. Donc, pour le dire autrement, les conditions d'apparition d'une psychiatrie antique à proprement parler. Alors, ce tableau, je ne sais pas s'il est lisible, j'espère. J'ai essayé de situer un certain nombre de jalons. C'est toutes les personnes dont je voudrais essayer de vous parler un peu brièvement ce soir. Il va revenir régulièrement le tableau. Ça m'apparaît utile donc d'essayer de vous faire cette petite carte et je vais suivre cette carte-là.
Alors, l'expression que je viens d'utiliser pour terminer là tout à l'heure, psychiatrie antique, en effet, ne va pas de soi. D'abord, donc, comme je disais, parce que le terme est inventé au début du 19e siècle, mais surtout parce que malgré les très nombreuses références à Hippocrate que l'on peut trouver chez les aliénistes de cette période, hein, chez Pinel ou chez Cabanis, si on s'en tient en réalité à l'époque classique, donc au 5e siècle, l'époque d'Hippocrate, hein, l'époque de Platon, l'idée même de psychiatrie ne fait pas véritablement sens pour la médecine antique. Dans l'Antiquité, les perturbations psychiques ne sont pas considérées, en première instance, comme des pathologies. Alors, par pathologie, j'entends des conditions indésirables pour lesquelles il y a un traitement médical. C'est une définition très large de la pathologie. Si on définit la pathologie comme cela, conditions indésirables pour lesquelles il y a un traitement médical, les perturbations psychiques ne font pas vraiment partie des pathologies. Elles ne sont pas l'affaire propre du médecin et il n'y a pas de branche de la médecine qui leur soit consacrée à proprement parler. Alors, il y a plusieurs facteurs de résistance donc au sein du paradigme médical antique, il y a plusieurs facteurs de résistance à l'émergence d'une psychiatrie, à l'émergence d'une spécialité psychiatrique. Je ne vais pas m'arrêter très longtemps sur ces questions-là. Il y en a principalement deux. Le premier élément, c'est un refus de la spécialisation, mais ça vaut pour n'importe quelle spécialité, hein. En gros, c'est l'idée que la médecine gréco-romaine est holistique. Il y a vraiment cette idée dans la médecine gréco-romaine que pour soigner, il faut prendre l'individu comme un tout, et donc pas se focaliser sur tel ou tel type de symptômes. Et le deuxième facteur de résistance, peut-être le plus important, c'est, disons, pour le dire rapidement, un privilège accordé à la dimension somatique des pathologies, privilège à la dimension somatique des pathologies particulièrement clair, précisément, dans la médecine classique, l'époque classique, encore une fois, 5e siècle. Alors, on a, si on regarde un peu la médecine classique, si vous regardez Mnésité d'Athènes, alors je sais pas si, est-ce que c'est bon si je fais ça, vous voyez, ouais. Si on regarde Mnésité d'Athènes, si on regarde l'Hippocrate des épidémicismes, bon, vous savez que Hippocrate, en fait, c'est plein de textes différents, hein, donc il y a des auteurs différents pour les différents traités hippocratiques. Et si on regarde ça ou ça, on peut trouver, donc dans certaines de nos sources de l'époque classique, on peut trouver une forme de distinguo entre psychique et physique, avec répartition de symptômes physiques et psychiques. Mais dans l'ensemble, les médecins de l'époque classique n'opèrent généralement pas ce distinguo, et les symptômes psychiques, alors qui ne sont pas ignorés, mais ils sont un peu mis de côté, dans ce sens où ils ne sont généralement pas pris en considération indépendamment des symptômes physiques. Si vous voyez apparaître des symptômes psychiques dans la médecine classique, c'est toujours en lien avec des symptômes physiques. Alors vous avez des doublés type refroidissement des extrémités accompagnés de confusion mentale, ce type de symptomatologie. Ce privilège accordé au corps, alors que l'inverse n'est pas vrai. Il y a des symptômes physiques sans symptômes psychiques, évidemment. Ce privilège accordé au corps tient tout particulièrement au fait que la médecine grecque s'est construite par contraste et en opposition avec d'autres méthodes de gestion de la souffrance. Alors, il y a l'approche religieuse, bien évidemment. Hein, si vous prenez l'exemple classique de la maladie sacrée, traité de la maladie sacrée d'Hippocrate, hein, c'est l'épilepsie, l'enjeu de ce traité, c'est d'assigner des causes corporelles déterminées à l'épilepsie. Et pourquoi cela? C'est parce que le but, c'est de se soustraire à l'emprise d'un traitement religieux de ces questions-là. Donc, il y a l'approche religieuse, mais il y a aussi, et surtout, l'approche philosophique. Il y a dans l'histoire de la pensée antique cette idée que la médecine est issue de la philosophie, a gagné son indépendance, son statut de discipline autonome en se scindant d'avec la philosophie. Initialement, la médecine, c'est de la philo, et puis c'est de la philo, de la philo naturelle, de la philosophie naturelle, qui progressivement s'est mis à traiter, et donc qui progressivement s'est mis à avoir une existence propre. Donc cette séparation de la médecine d'avec la philosophie se renforce progressivement au cours de l'Antiquité, et la distinction qu'on trouve dans les textes philosophiques à l'origine entre affection du corps et affection de l'âme,
elle-même va se renforcer progressivement. Par exemple, c'est quelque chose que vous trouvez chez Platon. Pas de problème. Chez Platon, il est bien question des affections du corps, affections de l'âme. Vous trouvez, c'est quelque chose qui se cristallise à l'époque hellénistique. Et l'époque hellénistique, donc on est là aux alentours de 200-300, de moins 200, moins 300. C'est quelque chose qui est très présent dans le corpus philosophique et qui finit par devenir une espèce d'évidence à l'époque romaine, au point que c'est à ce moment-là qu'on le voit apparaître dans les textes médicaux. Mais dans les textes médicaux, si vous regardez uniquement les textes médicaux, la distinction donc entre affection du corps et affection de l'âme, elle n'est pas présente. Donc vous le voyez apparaître, par exemple, chez l'Anonyme de Londres, pour vous donner un exemple. Donc c'est à ce moment-là, à l'époque romaine, dans les textes médicaux, que les maladies, qui se caractérisent essentiellement par des symptômes psychiques, deviennent véritablement l'objet d'une réflexion soutenue. Précisément parce que ce sont des maladies qui mettent en cause cette distinction entre affection de l'âme et affection du corps, qui est devenue une évidence. Vous avez, pour vous donner simplement un exemple, le cas paradigmatique de l'hydrophobie. Alors c'est une maladie qui, à l'époque, est réputée récente, qui est apparentée à la rage et qui se définit par une soif intense, paradoxalement accompagnée d'une crainte irraisonnée pour les liquides. Donc on a soif, mais on a peur de boire. La question, vous avez pas mal de textes sur cette question de l'hydrophobie à l'époque romaine, et beaucoup d'auteurs se posent la question de savoir si le traitement d'une maladie de ce type-là relève du médecin ou relève du philosophe. Et donc, à l'époque romaine, on a une multiplication de typologies pour faire place, pour trouver une place pour ces pathologies frontalières. Donc, vous avez des typologies de ce type-là qu'on retrouve chez Ptolémée. Vous en avez qu'on retrouve également chez Posidonius d'Apamée. Je vous ai donné un exemple simplement pour vous montrer le type de texte qu'on peut trouver sur ces questions-là. Donc Posidonius, on trouve ça dans le Pseudo-Plutarque, nous dit parmi les affections, certaines sont psychiques, les émotions comme la colère, ça va, c'est un problème psychique et uniquement psychique. D'autres sont somatiques, des pathologies comme la fièvre, maladie de médecin. D'autres encore n'appartiennent pas à l'âme. Alors appartenir, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ici? N'appartiennent pas à l'âme, mais sont somatiques et touchent l'âme. Exemple, des troubles psychiques, et vous avez cette expression de trouble psychique qui apparaît ici clairement, pathé psychica, comme la léthargie, la mélancolie ou les hallucinations, et d'autres enfin, qui n'appartiennent pas au corps, mais sont psychiques et touchent le corps, manifestations physiques des émotions comme la pâleur et les tremblements, qui accompagnent la peur et le chagrin. Donc vous avez du psychosomatique et du somatopsychique. Ça, simplement pour vous donner donc des exemples des typologies, du type de questionnement qui foisonne à l'époque romaine. Alors, ce premier questionnement, le trouble mental, concerne-t-il le corps ou concerne-t-il l'esprit, l'âme, revient simplement à se demander si les troubles mentaux, qui deviennent un objet à part entière à cette époque-là, relèvent ou non de l'expertise du médecin. Et il ne fait aucun doute, donc pour la période qui va m'intéresser, pour la période, disons, post-hellénistique d'une manière générale, l'époque romaine, et ce qui se passe après le 2e et le 3e siècle de notre ère, avant notre ère. Donc pour la période qui va m'intéresser, lorsque l'on voit apparaître ces pathologies dans les textes médicaux, quelle que soit l'obédience théorique et des obédiences théoriques dans les textes médicaux, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de types de médecine différents. Quelle que soit l'obédience théorique du médecin en question, lorsqu'il parle de troubles mentaux, il les pense comme des troubles corporels, d'une manière ou d'une autre. Sinon, le médecin s'en occupe pas. C'est un problème de philosophe. Donc, si on veut vraiment, en tout cas, trouver des antécédents antiques à la psychiatrie contemporaine, c'est clairement, pour résumer les choses, c'est clairement pas vers l'époque classique qu'il faut se tourner, phase où la médecine se constitue en tant que discipline, mais c'est plus tard, donc à l'époque romaine, chez Cels, chez Galien, je remets ma chronologie, chez Cels, chez Galien, chez les méthodiques. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et c'est la question que j'aimerais vous traiter devant vous ce soir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi la question des troubles mentaux devient une question médicale légitime dans la médecine des premiers siècles, c'est-à-dire entre le premier avant et le deuxième après? Pour le dire vite, alors il y a certainement des raisons sociales, il y a certainement des raisons
éventuellement pharmacologiques. Bon, il y a des débats historiques sur ces questions-là, mais je suggère qu'un élément central de cette transformation, donc de la naissance de la psychiatrie antique, c'est un débat théorique plus général en médecine sur la question de la localisation des maladies. Est-ce que les maladies doivent être localisées? C'est-à-dire que les troubles mentaux sont des affections qui sont difficiles et qui vont donc définir un style médical, précisément parce qu'apparemment, elles ne sont pas localisées. Et elles contraignent donc à se prononcer sur la question de savoir si une maladie doit ou non être localisée. Alors cette question de la localisation, elle recouvre en réalité deux types de questions. La question du si et la question du où, c'est-à-dire les troubles psychiques, les troubles d'une manière générale, les pathologies, sont-elles localisées? Et si elles sont localisées, où sont-elles localisées? Alors, à partir de maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de déplier un argument où on va voir ces deux questions s'articuler. Donc mon point de départ, c'est un passage extrait d'un texte de Galien de Pergame. Galien de Pergame, on est entre 129 et 216 de notre ère. En effet, à plusieurs endroits de son œuvre, donc c'est un texte parmi d'autres, Galien remarque l'existence d'une forme de consensus thérapeutique. Il nous dit qu'en cas de trouble mental, les médecins appliquent le traitement à la tête. Alors je vous lis le texte parce que c'est un texte, c'est un tout petit texte, mais il y a beaucoup de choses dedans. C'est de ça essentiellement que je parle. Alors autrefois, bon, il y a longtemps, on est au IIe siècle, autrefois, les connaissances en matière d'anatomie n'étaient pas aussi développées qu'aujourd'hui. On pourrait dire la même chose aujourd'hui. Et l'on pouvait encore nourrir des doutes sur le principe, ici arché c'est l'origine, la source, le principe qui, à travers les nerfs, transmet la sensation et le mouvement aux parties des animaux. Mais aujourd'hui, cela fait longtemps que les anatomistes s'accordent à son sujet, et une expérience séculaire et concordante a décidé, pour tous les médecins, du traitement à apporter à ces affections. Face à des patients atteints de troubles maniaques, sans fièvre, de mélancolie, d'une lésion quelconque de l'intelligence ou de la mémoire, de phrénitis avec fièvre, tombés en léthargie, pris d'épilepsie ou d'apoplexie, plus personne, nous dit Galien, ne se dispense d'apporter des soins à la tête. Quand vous avez un truc de cette liste, on traite la tête. Alors en réalité, donc comme je vous disais, il y a beaucoup de choses dans ce petit texte. Galien présente cela comme un état de fait. Quelle que soit l'école médicale, le médecin soigne la tête en cas de trouble mental. La question est réglée au IIe siècle. Et selon lui, c'est un état de fait qui résulte d'un progrès de la science médicale. Et ceux qui, comme les stoïciens encore à son époque, s'obstinent à localiser les fonctions psychiques supérieures dans la poitrine, sont simplement complètement dépassés. Ils ne sont pas au jour des recherches médicales, des connaissances médicales. Galien explique donc que si on veut réfléchir sur les troubles mentaux un peu sérieusement, il vaut mieux mettre de côté toutes les spéculations philosophiques et prendre en compte l'expérience médicale. Deux preuves tirées de la pratique médicale qui pointent selon lui incontestablement vers l'encéphale et qu'il faut prendre malgré tout la peine de distinguer. La première preuve, ici, c'est le progrès de l'anatomie. Alors, je ne m'arrête pas trop longtemps pour pas déborder sur ces questions-là, mais Galien prend acte, c'est d'ailleurs un de nos meilleurs témoins sur ces questions-là. Tous ces textes que je vous présente, on a très peu de choses. C'est très fragmentaire. On a des traités de ci, de là, et Galien, c'est une source énorme parce qu'il y a beaucoup de textes complets. Donc Galien prend acte d'une transformation du regard qui s'est opérée, qu'on peut situer par là, ici, là. Praxagoras de Cos, Hérophile de Chalcédoine, Érasistrate de Chéos, donc qui s'est opéré au moment des découvertes alexandrines. On est chez des médecins alexandrins, Alexandrie en Égypte, de l'époque hellénistique, qui ont mis en évidence le rôle fonctionnel des nerfs et leur origine encéphalique. Jusque-là, on distingue mal les nerfs des tendons, de tous ces corps-là sont mal distingués. Et puis, il y a des distinctions qui sont faites à ce moment-là. Je rentre pas dans le détail. Il y a des dissections humaines qui sont faites à ce moment-là, et ça va aller très vite à ce moment-là. Beaucoup de choses sont montrées
des recherches de grande qualité sont faites à ce moment-là, et on montre la distinction entre nerfs sensitifs et nerfs moteurs, le lien à l'encéphale, on distingue des aires différentes dans le cerveau, etc. Je ne m'arrête pas particulièrement parce que c'est assez bien. Donc, et ces questions-là, elles sont ensuite développées par. Donc, il y a une deuxième, il y a une renaissance de l'anatomie alexandrine. Je vous ai mis le nom de Marinos, mais on en a d'autres. Un peu avant l'époque de Galien, on a retravaillé ces questions-là et on a amplifié le corps des connaissances anatomiques, neurologiques à cette époque. Et Galien lui-même a beaucoup joué. A joué un rôle important sur ces questions-là, avec des expériences de vivisection, de véritables expériences de vivisection, où en faisant varier des paramètres, on voit ce qui arrête de fonctionner, ce qui fonctionne, etc. Bon, je ne me, si ça vous intéresse, on pourra en parler dans la discussion, je ne m'arrête pas plus longtemps là-dessus. C'est des choses qui sont en réalité assez bien connues, et c'est la partie, si vous voulez, c'est la partie un peu facile de l'argument. Mais dans mon texte, il y a une deuxième preuve des localisations encéphaliques, de la localisation encéphalique des fonctions psychiques supérieures, qui est non plus, cette fois-ci, l'expérience anatomique, mais l'empirisme des cliniciens au chevet du patient. Selon Galien, un médecin au chevet de son patient va toujours concentrer ses efforts sur la tête quand il s'agit de traiter des troubles mentaux. Alors, ce deuxième argument ne corrobore pas simplement le premier, mais il va plus loin. Il est peut-être plus important. Pourquoi cela? Alors d'abord, il faut regarder la liste des maladies qui est donnée dans l'extrait, ce que je vais appeler ici donc la catégorie nosologique des troubles mentaux. Vous avez non seulement des troubles de la sensation et du mouvement, donc épilepsie ou apoplexie, léthargie, les paralysies d'une manière générale, mais vous avez aussi des troubles de la cognition, voire des troubles des émotions, et vous avez en particulier le triptyque mania, phrénitis et mélancolie qui apparaît ici. Donc l'idée, c'est que toutes les fonctions psychiques, ce que montre cet argument de l'empirisme des cliniciens, c'est que toutes les fonctions psychiques sont à situer dans l'encéphale et pas seulement celles qu'on est bien parvenu à localiser expérimentalement, avec ces expériences de dissection et de vivisection sur le système nerveux. Mais il se joue quelque chose de plus dans ce second argument. Galien réutilise en effet cet argument de l'application du traitement des troubles mentaux à la tête contre deux cibles différentes dans son œuvre. Il l'utilise contre Archigène d'Apamée, que vous avez ici, et contre, contre les pneumatistes, donc disciples d'Athénée d'Athalie, donc des contemporains de son époque. Archigène, explique Galien, est cardiocentriste, mais lorsqu'il s'agit de traiter les troubles de la mémoire, il se rabat éhontément sur les remèdes traditionnels et il applique des ventouses, des onguents caustiques à base de moutarde et de soude sur la tête rasée et scarifiée de ses patients. Parce qu'il sait, nous dit Galien, que ça fonctionne. Bon, ça, on pourra en discuter, mais il sait que ça fonctionne. Donc, pour traiter des troubles mentaux, Archigène, pneumatiste cardiocentriste, donc qui localise la source de la pensée dans le cœur, va traiter la tête. C'est bizarre. Et deuxième cible, les méthodiques que je vous ai mis en tiré là dans mon texte. Donc je vous ai mis en gras. Et donc vous avez en particulier Thessalos de Thrale qui est ici, Soranos d'Éphèse et Thémison de la Odyssée. Donc Galien utilise cet argument contre les méthodiques, mais il a une deuxième cible. La cible n'est pas la même. En effet, l'argument lui permet de faire d'une pierre deux coups. D'un côté, les méthodiques disqualifient totalement la question du siège de la pensée et refusent l'idée même qu'il y ait un lieu affecté dans quelque maladie que ce soit. Pour les méthodiques, même dans une maladie type, alors pas une fièvre, mais une maladie, les maladies cardiaques par exemple, même dans une maladie cardiaque, il n'y a pas de lieu de l'affection à proprement parler. C'est donc cet argument du traitement à la tête, c'est donc un argument qui permet de dire que ceux qui refusent de localiser le font malgré tout dans leur traitement. Donc c'est donc un argument qui s'occupe de la question du si. Est-ce qu'il faut localiser, oui ou non?
De l'autre côté, Archigène, qui paraît avoir le premier, donc le pneumatiste Archigène, qui paraît avoir été le premier à formuler systématiquement, il a écrit un traité là-dessus, l'idée d'une localisation des phénomènes pathologiques, est la seconde cible de cet argument. Parce que cet argument permet de dire que ceux qui localisent, mais qui localisent mal, c'est-à-dire qui localisent dans le cœur et pas dans la tête, localisent malgré tout dans la tête au moment du traitement. Ça, c'est la question du « ou ». Alors, creusons un peu cela. Pas dépasser trop. Premièrement, quelques mots de la controverse donc entre encéphalocentrisme et cardiocentrisme, les gens qui situent le siège de la pensée dans la tête ou ceux qui le situent dans le thorax. Quand Galien dit que traiter la tête, c'est montrer que on ne traite pas le cœur, il structure les choses, il structure le débat dans les termes, à vrai dire, de son époque. Ça, c'est un problème pour les historiens qui ont tendance à appliquer cette distinction qu'on trouve dans nos sources ultérieures, comme les sources comme chez Galien, sur nos sources antérieures et à aller chercher du cardiocentrisme et de l'encéphalocentrisme, par exemple chez Platon, par exemple chez Aristote, et essayer de cartographier les choses dans ces termes-là. Or, en réalité, sous ces deux ordres anhistoriques, cette idée d'un organe de la pensée, un organe dédié à la pensée, a elle-même progressivement émergé d'une histoire particulièrement complexe, particulièrement protéiforme. Si on regarde encore une fois la période classique, on voit qu'il y a des options défendues assez différentes. C'est-à-dire, vous avez par exemple les théories que je vous ai mis en orange dans mon tableau, théories qui font appel à des fluides tels que le souffle chez Diogène d'Apollonie. L'organe de la pensée, c'est pas un organe, c'est un fluide, c'est quelque chose qui circule dans le corps, c'est le souffle. C'est la même chose. Chez Diogène d'Apollonie, c'est le sang, et chez Hippocrate du traité des vents, c'est le souffle. Donc vous avez des fluides comme ça. Ensuite, vous avez tout un ensemble de théories qui accordent un rôle central au thorax, et en réalité, on a tort de dire que ces personnes-là sont cardiocentristes parce que elles situent les choses par là, mais c'est pas très clair par où. C'est-à-dire que ça peut être lié au frénès, au diaphragme d'une manière générale. C'est dans la poitrine. C'est dans la poitrine d'une manière ou d'une autre. Et donc je vous ai mis quelques exemples sur le tableau. C'est les personnes qui sont en vert. Et puis vous avez une hypothèse qui naît assez tôt, qui apparaît notamment clairement dans le traité de la maladie sacrée, mais qui est pas très diffuse dans le corpus hippocratique, qui, j'ai mis Platon en bleu, ça me gêne un peu, mais qui est présente aussi chez Platon, c'est l'hypothèse encéphalocentriste. C'est l'idée que l'organe de la pensée, c'est vraiment le cerveau. Alors là, pour le coup, on a un organe de la pensée. On a un véritable organe de la pensée chez ces gens-là. Dans la maladie sacrée, par exemple, on a clairement l'idée que le cerveau est la source de l'activité psychique. C'est par lui que nous pensons, c'est par lui que nous avons nos sensations, nos sentiments. C'est à cause de lui, encore une fois, que nous sommes atteints de folie, Meinestai, ou que nous sommes atteints de délire, paraphronein. Il n'y a, nous dit l'auteur de la maladie sacrée, qu'à ouvrir le crâne des chèvres qu'on voit atteintes d'épilepsie. On peut regarder ça expérimentalement. Quand on ouvre le crâne, alors je ne sais pas ce qu'il en est exactement, mais quand on ouvre le crâne d'une chèvre atteinte d'épilepsie, on constate que le cerveau est plein d'eau et sent mauvais. C'est un signe probable de putréfaction. Donc, la mise en relation des troubles de l'esprit avec un élément ou une partie du corps humain, c'est pas quelque chose qui est étranger à la pensée classique, mais en faire la clé de lecture de toute la tradition médicale antique, il faut faire attention. C'est quelque chose qui est beaucoup plus facile pour les encéphalocentristes que pour, par exemple, les cardiocentristes. Alors, je passe. Donc, on a des problèmes de savoir comment lire nos sources de ce point de vue-là. Je ne m'arrête pas sur ces questions-là. Il y a une question peut-être plus importante que cette question de savoir où est-ce qu'on va localiser du cœur ou du cerveau. C'est la question de savoir si l'on doit ou non localiser les troubles mentaux. Et c'est une question qui n'est pas une question propre à la psychiatrie. C'est une question qui concerne toute la médecine antique.
La structuration, alors c'est quelque chose qui n'est pas évident nécessairement pour nous à percevoir a posteriori. La structuration de la pensée médicale en termes de lieux affectés est quelque chose qui apparaît certainement dans nos sources classiques, mais cette manière de penser toute maladie comme un phénomène local ne s'est probablement développée qu'à partir des découvertes alexandrines, donc qu'à partir de l'époque hellénistique, et elle culmine dans les travaux d'Archigène, dans les travaux de Galien, c'est-à-dire à l'époque romaine. L'idée d'un lieu affecté dans les maladies, a une histoire. Il faut comprendre comment elle s'est construite. Et pour cela, regardez les contestations qu'elle a suscitées peut être intéressant. Galien a écrit un livre, comme je vous le disais, sur ces questions-là, un livre qui s'appelle le Traité des lieux affectés, qui s'ouvre par une déclaration où il essaie un peu de passer le problème sous le tapis, en laissant entendre que tous ses contemporains prennent en compte le lieu dans la thérapie. Or, ce que l'on voit bien si on regarde les pathologies mentales, c'est qu'il s'agit en réalité d'une prise de position épistémologiquement significative. Et vous avez tout un groupe de gens qui s'opposent à l'idée que l'on doive localiser les pathologies, quelles qu'elles soient. Par exemple, Cels, donc c'est une encyclopédie médicale qui date du 1er siècle de notre ère, dont les sources sont peut-être des sources méthodiques, notamment, ou en tout cas des sources méthodiques, c'est-à-dire peut-être Asclépiade de Bithynie. Cels nous dit, Cels structure sa nosologie, sur la distinction entre maladie qui affecte le corps tout entier et maladie qui affecte certaines parties, et la folie, insania, sous toutes ses formes, quel que soit le type d'affection de l'esprit, relève de ces affections qui, je le cite, ne peuvent être attribuées à des parties définies. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas corporelles, ça veut dire que c'est simplement des affections qui sont des affections globales. Les médecins de l'époque méthodique sont en effet ceux qui ont le mieux soutenu cette approche systémique de la maladie en refusant catégoriquement d'accorder de l'importance aux lieux affectés. Caelius Aurelianus, donc on est à la toute fin de ma chronologie, Caelius Aurelianus, donc on est première moitié du 5e siècle, en réalité il transpose en latin les idées de Soranos d'Éphèse, donc on est un peu avant Galien, on est à cette époque-là au 1er, 2e siècle de notre ère. Caelius Aurelianus, donc Soranos d'Éphèse par la bouche de Caelius Aurelianus, pointe la variété des options théoriques sur le siège de la pensée pour précisément discréditer l'idée même d'une localisation. Alors, je le lis rapidement. Certains, il fait ce qu'on appelle en philosophie, il fait une diaphonia. Une diaphonia, c'est une liste d'opinions pour dire il y a machin qui pense ça, il y a machin qui pense ça, il y a machin qui pense ça. Ça veut bien dire que tout le monde raconte n'importe quoi. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est qu'il y a un problème. Donc certains ont ainsi dit que le cerveau était affecté, d'autres son plancher ou sa base, d'autres ses membranes, d'autres à la fois le cerveau et ses membranes, d'autres le cœur, d'autres la pointe du cœur, d'autres l'artère, donc l'artère, ce que les Grecs appellent artère, d'autres la veine épaisse, d'autres le diaphragme. Mais à quoi bon s'étendre sur un point que nous pouvons aisément clarifier en disant ce qu'ils ont à l'esprit? Chacun d'eux dit que chez les patients atteints de phrénitis, le lieu affecté est celui où ils pensent que se trouve la partie directrice de l'âme. Ils ont tous une opinion différente sur la partie directrice de l'âme, et donc ils le positionnent à cet endroit-là. Si tant d'opinions divergentes peuvent être soutenues sur le siège de la pensée, c'est parce que dans les troubles mentaux, la souffrance ne se manifeste dans aucun lieu. Or, les méthodiques font partie de ces médecins qui rejettent les enseignements de l'anatomie, donc l'argument de Galien ne peut pas fonctionner. Pour eux, l'anatomie n'a aucune valeur thérapeutique. Enfin, c'est pas les seuls, hein, les empiriques aussi le font. L'idée, c'est qu'il y a une incommensurabilité des corps morts aux vivants. Bah, c'est bien de découper un corps mort, mais ça vous apprendra pas ce qui se passe dans un corps vivant. C'est l'essentiel de l'argument des empiriques et des méthodiques. Et donc cette approche, l'approche des méthodiques, qui est réputée et décriée à la fois pour sa simplicité et assez radicale, il prône un rapport immédiat à la maladie, qui élimine toutes ces sémiologies. Ce qui compte, c'est l'état général du corps, saisi dans le moment, qui fournit aussitôt de lui-même l'indication de son traitement. Donc dans les troubles psychiques, comme dans toute autre maladie, c'est toute la personne qui est malade, et il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Alors ça peut être un peu plus compliqué que ça.
chez Asclépiade de Bithynie, il y a cette idée d'une non-localisation, mais malgré tout, les troubles psychiques paraissent être localisés dans la tête, donc peut-être qu'il y a quelque chose comme la contradiction qui est relevée par Galien, mais chez Caelius Aurelianus, en revanche, il est clair qu'il y a un refus clair et net de la localisation. Un complet, donc, décrochage entre localisation des symptômes et localisation de la cause des symptômes. Alors, pour les partisans du lieu affecté, pour les partisans de la localisation, l'idée qu'il y a une localisation de la pensée, les partisans de la localisation sont confrontés à un problème, sont confrontés justement à ce problème de la diaphonia, cette dispersion des possibles sources, des possibles organes à traiter en cas de psychopathologie. Notamment donc dispersion entre la tête et les hypochondres, enfin les hypochondres c'est le diaphragme, la poitrine. Toute l'idée du lieu affecté, malgré tout, l'idée de lieu affecté permet précisément, et c'est justement ce qu'il y a derrière ce terme technique de locus affectus, permet précisément de rendre compte de cela. C'est une notion diagnostique un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Alors, je ne m'arrête pas sur Archigène, qui semble être le premier, comme je disais tout à l'heure, à avoir formulé systématiquement cette idée de lieu affecté parce que les détails de sa théorie sont assez mal connus. Mais en revanche, on connaît assez bien ce qu'en dit Galien. La localisation des affections, c'est le premier grand moment de la recherche diagnostique pour Galien, qui vise à reconstituer un monde intérieur qui est inaccessible au sens. Galien reconnaît que dans le cas des affections psychiques, on est face à un problème diagnostique particulièrement complexe parce que le médecin ne voit ni ne sent ni douleur, ni excrétion, ni changement de couleur, ni tumeur. Donc on est particulièrement gêné, nous dit Galien. La maladie ne livre pas de signes du lieu affecté, ou en tout cas pas d'autres signes du lieu affecté que la lésion fonctionnelle. Et c'est avec Galien qu'apparaît vraiment l'idée que si l'on veut chercher la source d'une pathologie, il faut s'intéresser à la lésion fonctionnelle. L'idée qu'une pathologie se définit par une lésion fonctionnelle. Galien défend l'idée que chaque fonction corporelle s'origine dans une partie déterminée du corps et qu'il est donc toujours possible de faire remonter une lésion à cette partie du corps et donc la lésion va donc constituer le symptôme propre de l'affection de cette partie du corps. L'exemple, pour voir ce qu'il en est, donc un exemple où on comprend bien comment fonctionne cette conception de la maladie selon Galien, c'est l'exemple des paralysies. À plusieurs reprises, Galien raconte, il aime bien se vanter de ses exploits thérapeutiques, raconte le cas du sophiste Pausanias qui tombe de son char et perd la sensibilité sur 3 de ses doigts à la suite d'une chute sur le dos. De manière contre-intuitive et contre ce que ses contemporains vont faire, notamment les méthodiques, Galien va appliquer le traitement non pas là où s'exprime le mal, donc non pas sur la main, mais sur les doigts, non pas sur les doigts, mais sur la source du mal, c'est-à-dire sur la colonne vertébrale. Un traitement comme celui-là suppose une importante conversion du regard, puisqu'il faut détourner le regard du lieu du symptôme sans abandonner pour autant la notion de localisation. Et ce traitement du sophiste Pausanias est la matrice de sa compréhension des troubles qu'il va appeler troubles sympathiques. Et vous avez beaucoup de troubles mentaux, selon Galien, qui sont des troubles sympathiques. Alors c'est quoi un trouble sympathique? C'est simplement un trouble, comme par exemple dans un cas d'aphonie, un trouble où l'origine de la lésion n'est pas là où s'exprime le mal. Dans un cas d'aphonie, vous avez une paralysie des muscles qui sont responsables de la propulsion de l'air, mais si vous voulez aller traiter ça, il faut aller traiter là où il y a un dommage, c'est-à-dire au niveau de l'innervation, c'est-à-dire il faut aller traiter les nerfs. Et son traitement de l'épilepsie fonctionne sur le même modèle. Alors, 2 remarques simplement pour finir, après avoir un peu positionné ces différentes, essayé d'organiser ces différentes théories liées à la localisation des troubles, des maladies et des maladies psychiques en particulier. 2 remarques pour finir sur cette nouvelle théorie des localisations pathologiques qui apparaît avec Galien et qui va être la base de toute la médecine, ensuite de toute la médecine d'époque médiévale jusqu'au XVIIIe siècle.
D'abord, je voudrais pointer rapidement une apparente faiblesse épistémologique parce qu'en réalité, ça n'en est pas une. La notion de sympathie. Donc, si vous avez bien compris, la sympathie, c'est l'idée que vous avez mal quelque part, mais c'est pas là où vous avez mal. Vous avez un trouble quelque part, mais c'est pas là où vous avez un trouble qu'il faut soigner. L'idée de sympathie est à double tranchant. Elle permet à Galien de pas se limiter au seul trouble de l'encéphale, le domaine des affections psychiques, et donc du coup aussi d'intégrer dans sa nosologie des pratiques et des remèdes qui sont liés à la région thoracique. Beaucoup de remèdes qui sont liés à ça, en disant bah oui, vous avez un trouble à la région thoracique qui s'exprime dans la tête. Mais ça peut fonctionner dans l'autre sens. Par exemple, Alexandre d'Aphrodise, c'est un philosophe, mais qui nous donne accès à des théories médicales contemporaines de Galien. Alexandre d'Aphrodise, à peu près à la même époque, donc, nous utilise ce même argument sympathique de manière inversée contre l'encéphalocentrisme, en nous disant que quand vous avez un délire lié à une maladie de la tête, il provient de ce que le cœur est sympathiquement affecté par ces troubles, la chaleur au niveau de la tête. Ça explique, cette réversibilité de l'argument sympathique explique l'insistance de Galien sur le petit texte que je vous ai donné, sur la supposée efficacité thérapeutique des traitements appliqués à la tête. Parce que en regardant les traitements appliqués à la tête, on a une garantie du sens de lecture de ces processus sympathiques. En gros, l'idée c'est que là où ça fonctionne quand on traite, admettons que ça fonctionne, là où ça fonctionne quand on traite, c'est là qu'est l'origine du mal. On traite l'origine du mal. Autrement dit, ce que montre cet argument, c'est que la réflexion sur les lieux affectés ne peut, ni ne doit être séparée de l'expérience médicale. Quoi qu'il en soit de la théorie qu'on peut avoir sur la localisation des symptômes et des causes, ce qui importe finalement, c'est de trouver le lieu à traiter. C'est vraiment ça, nous dit Galien. Seconde remarque, donc finalement, cette théorie de la sympathie, elle est pas si réversible que ça. Seconde remarque, toujours sur cette théorie galénique, à propos de l'échelle de la localisation. Dans les développements tardo-antiques, donc on est chez Posidonius de Byzance, chez Némésius d'Émèse, par exemple, dans les développements tardo-antiques et médiévaux surtout de la médecine mentale, les médecins cherchent beaucoup une localisation fine, intracrânienne des différents troubles mentaux. Si vous avez déjà entendu parler un peu de psychiatrie à l'époque médiévale, le grand problème, c'est de savoir dans quelle cellule, on appelle ça la théorie des cellules, donc dans quel ventricule du cerveau se trouve le trouble, et vous avez tel trouble qui est attribué aux lobes frontaux, tel trouble qui est attribué à la partie postérieure, etc. Il n'est pas exclu que ce projet de recherche soit d'origine galénique, parce que Galien lui-même a des remarques qui sont comparables. Cela étant, quand il a ces remarques-là, Galien nous dit que ces considérations sont plus utiles à la théorie qu'à la thérapeutique. C'est pas un compliment chez Galien, ça. En effet, distinguer par exemple une affection des méninges et une affection de l'encéphale, pour lui, n'a pas grand sens. C'est joli, mais ça n'a pas grand sens, parce que dans les deux cas, c'est à la tête qu'on applique le traitement. Pour lui, une localisation vague est entièrement suffisante pour un traitement qui, précisément, manque lui-même encore nécessairement, d'un point de vue pratique, de précision. Là encore, c'est au regard de la thérapie, à laquelle il faut sans cesse revenir, que la réflexion sur la localisation des troubles psychiques prend tout son sens. Galien témoigne donc, et je voudrais finir là-dessus, d'une conscience aiguë, et c'est peut-être sa grande qualité, c'est pour ça que sa contribution à la psychiatrie est à la fois importante du point de vue de l'évolution des idées, mais n'a pas eu un impact particulièrement remarquable du point de vue de la pratique médicale. Galien témoigne d'une conscience aiguë du caractère limité des moyens dont il dispose en termes de psychiatrie. Il a beau dire que ça marche quand on traite à la tête, lui-même n'a jamais écrit de traité de psychiatrie. Si vaste, si précis que le savoir médical puisse devenir, c'est toujours la possibilité de sa mise en application qui lui confère sa pertinence. Et sur ce point au moins, je pense qu'on rejoint des questionnements tout à fait contemporains
en neuropsychiatrie, hein, la question, c'est de savoir ce que l'on peut traiter, quel que soit quoi qu'il en soit, des localisations fines auxquelles on peut arriver. Je vous remercie de votre attention. Donc, merci de cet exposé passionnant. Je laisse la parole à la salle directement. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous a des questions? J'ai pas de doute que ça puisse venir, mais c'est vrai qu'il y a plein de sujets, il y a plein de sujets assez fascinants. Alors c'est vrai que je retiens bien la conclusion finalement, qui est une préoccupation qui reste importante pour tout le monde sur, mais finalement à quoi ça sert de construire tout un tas de trucs si on n'a pas de traitement derrière et de trucs à proposer concrets. Effectivement, ça c'est un sujet. Alors ça c'est un sujet qui échappe assez souvent aux psychiatres quand même aujourd'hui finalement. On passe beaucoup de temps à faire des trucs, mais enfin à réfléchir à des trucs et à discuter, mais on n'a pas forcément toujours d'application pratique derrière. Moi j'avais une question un peu générale, alors qui est aussi une question de psychiatre, je pense que plus que d'historien, sur un sujet, enfin en tout cas une question de légitimité qu'on est souvent amené à se poser en psychiatrie, mais dans les débats exposés, on perçoit bien les aspects finalement, les oppositions théoriques entre les différentes options, mais finalement il n'y a aucun moment où se pose la question d'exclure les symptômes psychiques du champ médical. C'est-à-dire qu'en fait, on les intègre et on essaie de construire un modèle physiopathologique pour les intégrer, mais il n'y a pas de moment où on se dit finalement, les éléments qui vont être de la manie sans fièvre, ça c'est pas la médecine, et ça ressort du champ de la médecine en tant que tel. Alors, en fait, ça va dépendre, parce que je suis allé un peu vite sur ma liste des troubles qu'on fait rentrer dans la catégorie trouble mental. Ça va dépendre précisément de ce qu'on met dans cette catégorie-là, en fait. Parce que j'ai dit trouble psychique d'une manière générale, mais vous avez des choses qui ne rentrent pas là-dedans. Donc, bon, on est clair sur ce que sont épilepsie, paralysie, phrénitis. Phrénitis, c'est un trouble avec délire en cas de fièvre, voilà, globalement. Donc c'est des délires fiévreux. Donc tout ça c'est de la triche parce que c'est de la neurologie. Donc tout ça, voilà, c'est de la triche parce que c'est de la neurologie, exactement ce que j'étais en train de dire. Et puis ça devient un peu plus compliqué quand on s'approche de la mélancolie et de la manie. Donc mélancolie, c'est un trouble sans fièvre, ça se rapproche un peu, et c'est un trouble qui met en jeu des émotions, notamment beaucoup, peur et enfin des angoisses d'une manière générale. Et la manie, qui est une catégorie très lâche, mal définie du point de vue médical, où il y a une aberration mentale d'une manière générale. Enfin, c'est pas très clair. Mais en dehors de cette liste-là, il y a tout ce qui est de l'ordre de ce que les philosophes appellent les passions de l'âme, donc les affections de l'âme, que sont colère irrépressible, donc toutes les angoisses, toutes les émotions incontrôlées, qui elles vont être traitées par un autre type de prise en charge, qui est une prise en charge philosophique. Là, ça rentre pas dans le domaine de la médecine, et il n'y a pas de médecin qui véritablement essaie de le faire rentrer dans le domaine de la médecine. La question de la perméabilité entre manie et ces émotions, ces affections de l'âme, elle existe, mais elle pose pas particulièrement problème en tout cas pour la période qui m'intéresse. Et on fait une distinction assez nette entre ces questions-là. Et donc, en fait, effectivement, il y a une partie des troubles psychiques qui sont rejetés en dehors du domaine de la médecine. Ce qui appartient au domaine de la médecine, pour les médecins, c'est ce qui, d'une manière ou d'une autre, peut être lié au corps. Parce que c'est le corps qu'on va traiter. Est-ce que ça répond à la... Ouais. Oui, ça répond bien à la question. Oui.
Puisque la médecine cherche à attribuer un siège corporel, est-ce qu'il y avait donc une place dans le champ médical pour des traitements autres que physiques, pour des traitements par la parole Alors, on trouve des exemples de traitements par la parole, également dans le corpus médical, chez les médecins. Et chez qui on va trouver ça? Chez les méthodiques. Donc précisément chez ceux qui refusent de localiser, cherchent pas particulièrement à localiser. Mais c'est pas non plus central. C'est pas non plus central. C'est des remarques qu'on peut trouver. Hein. Jackie Pigeot, je sais pas si vous connaissez ce nom-là. On a beaucoup parlé de ces questions-là en disant qu'il y avait du traitement relationnel dans l'Antiquité en se focalisant sur les méthodiques. En réalité, quand on regarde les textes, c'est des remarques en marge d'une description de traitement liées aussi à des fumigations, des bains, etc. Donc c'est pas le traitement relationnel, il n'y a pas vraiment de traitement relationnel central, hein, comme dans l'arsenal thérapeutique médical pour les médecins. À côté de ça, vous avez faut aller voir le médecin, faut aller voir le philosophe. Et le philosophe, c'est bon. Le philosophe, il y a les traités de consolation, il y a des techniques voilà, ce qui s'apparente aux thérapies cognitives et comportementales, c'est dans la tradition médicale, par exemple, dans la tradition philosophique, par exemple. Alors, le stoïcisme, du coup Le stoïcisme, du coup, c'est-à-dire comme méthode psychothérapeutique. Alors, comme méthode thérapeutique, le stoïcisme, en gros, c'est une théorie intellectualiste, donc qui considère que tout ce qui est de l'ordre de la pensée et d'ordre cognitif à proprement parler. Donc c'est des questions de représentation. Et quand on a peur, les émotions par exemple, hein, c'est simplement des questions de mauvaise représentation. Et les techniques qui sont mises en place sont des techniques de correction des représentations. En gros, il s'agit de se rendre compte qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Pour le dire vite. Alors, il y a des techniques pour ça. Il y a il y a aussi des questions d'habituation, se représenter régulièrement les mêmes. S'habituer à se dire que ma vie ne vaut rien, s'habituer à se dire que on va rencontrer des gens, des fâcheux tous les jours, etc. Mais fondamentalement, hein, l'idée c'est que on va traiter les choses d'un point de vue cognitif. Hein. C'est des théories qui sont intellectualistes. Tout le monde a été complètement... Et dans une localisation un peu particulière, à l'époque, il n'y a pas du tout de pensée d'une pensée finalement de la psyché en dehors du corps. Alors, je sais pas, moi, juste au-dessus de la tête ou genre. Comme ça peut, même actuellement, il y a encore, j'ai vu qu'aux États-Unis, là, il commence à y avoir un courant, plutôt de physiciens d'ailleurs, physiciens quantiques, qui disent que par exemple le cerveau pourrait être juste un organe qui viendrait récupérer alors j'exprime très mal parce que j'ai pas tout à fait compris comment il le formulait, ça avait l'air plus intelligent que ce que je veux dire, mais voilà, qui avait accès à des pensées ailleurs que dans leur propre cerveau, quoi. D'accord, un instrument de traduction. Ouais, un accident de traduction, etc. Alors, une localisation de la pensée, donc des processus cognitifs, des processus émotionnels, etc. En dehors, alors vous avez les idées de Platon qui sont en dehors. Hein, ce sur quoi porte la pensée, ça c'est clairement en dehors. Par exemple chez Platon et dans toute la tradition platonicienne. Mais les processus cognitifs et émotionnels me paraissent toujours incarnés. C'est le cas typiquement dans les traditions, dans la tradition platonienne. En tout cas, dans les sources philosophico-médicales. Il faudrait aller regarder dans les sources religieuses en particulier. Dans les sources philosophico-médicales, je crois pas. Il y a incarnation toujours d'une manière ou d'une autre. Vous avez des quantités d'arguments qui vont dans ce sens-là, des arguments, l'argument de pourquoi les médicaments transforment la pensée. Voilà. Comment ça se fait que
quand je bois du vin, je pense pas de la même manière. Vous avez tout un corps d'arguments qui sont utilisés pour ça, et qu'on trouve un peu partout. Je vois pas d'exemple de désincarnation totale dans les sources antiques. Moi, j'ai une question, c'est est-ce que ce sont des hypothèses qui sont partagées, enfin, on peut utiliser le terme hypothèses, qui vont être partagées dans d'autres régions du monde à cette époque, ou dans d'autres époques d'ailleurs? Alors c'est compliqué, je suis pas spécialiste sur ces questions-là, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises en vous répondant. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a pas mal d'études comparatives entre l'ère gréco-romaine et l'ère chinoise qui se développent en ce moment. Vous avez ouais, il y a pas mal de gens qui ont travaillé là-dessus depuis les années 70. Apparemment, ça a l'air d'être assez fécond. Il y a l'air d'y avoir des parallèles. Alors évidemment, c'est pas les mêmes concepts, c'est pas les mêmes localisations, c'est pas le même appareil conceptuel. Mais il y a des passerelles qui se font. En tout cas, la comparaison est possible. Et par ailleurs, c'est amusant de savoir que le système galénique a beaucoup diffusé à l'époque médiévale, a diffusé notamment par le monde arabe. Et il a rencontré un terrain très fécond, donc à l'époque médiévale, en Inde et au Tibet. Et donc il y a encore actuellement, donc sur le fond ayurvédique, il y a donc encore actuellement une médecine indienne qui est très proche du galénisme, donc qui est métissée évidemment, hein, bien sûr, hein, mais très proche du galénisme. Et si elle a trouvé un fond là-bas, c'est qu'a priori il y avait des connexions qui étaient toutes faites en fait, enfin, qui se faisaient facilement. Voilà, c'est une réponse assez extérieure. Je vous donne pas d'exemple précis parce que je veux pas dire de bêtises, mais oui, il y a des parallèles qui sont tout à fait. Est-ce qu'il y a des écrits sur une fonction plus sociale des troubles mentaux dans l'Antiquité? Je pense à d'autres civilisations où il y a le chamanisme qui va exploiter quand même le délire, etc. Alors là, en particulier, avec tout ce qui peut être autour de l'oracle dans l'Antiquité, est-ce qu'il y a des écrits qui parlent un petit peu de ça ou... Ah, oui, énormément. Je me suis focalisé là sur la tradition, disons la tradition rationaliste. Les écrits philosophiques, les écrits médicaux rationnels, ouais, les écoles rationalistes. Ceux qui veulent avoir de la théorie, hein, ceux qui font de la théorie. Donc je me suis fait focaliser sur la théorie, mais du point de vue culturel, les troubles psychiques sont quelque chose qui sont très présents dans l'Antiquité et beaucoup utilisés. Hein. Alors après, c'est un problème anthropologique de savoir ce qu'on va qualifier de trouble psychique et qu'est-ce qu'on va. Voilà, il y a de la rétroprojection, mais dans les cultes, c'est quelque chose qui est très présent. Effectivement, vous disiez les oracles. Hein, il y a même l'utilisation de substances psychotropes pour faire pour le religieux, donc dans le culte de Dionysos, dans le culte d'Apollon, dans tout ce qui est cultuel, beaucoup. Et puis après, ça diffuse aussi dans les textes religieux d'époque tardo-antique. Et puis vous avez aussi des sources. Si on regarde les sources juridiques, il y a pas mal d'informations qui peuvent être tirées des sources juridiques pour voir d'autres manières de prendre en charge ou d'accompagner le trouble psychique, mais qui sont pas qui se croisent difficilement avec nos sources médicales. On a un peu l'impression d'avoir affaire à des discours. Alors le médico-juridique, par exemple, dans l'Antiquité, c'est pas un truc qui a l'air de trop fonctionner. Alors, je sais pas si ça. Enfin, je réfléchissais aux différentes sources qu'on pouvait convoquer pour parler de ces questions-là, parce que justement, je disais, je me suis focalisé moi sur de la théorie. Il y a d'autres choses effectivement.
Parce qu'il y avait déjà des choses sur le plan juridique avec l'idée qu'on ne juge pas les fous, des choses comme ça. Avec l'idée que on juge pas les fous, par exemple. Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Et c'est quelque chose qui est utilisé notamment beaucoup pour. Il y a tout un corps de texte sur il y a une expertise, pour le coup, il y a une expertise médicale qui peut être là où il y a des points de contact, c'est qu'il peut y avoir une expertise médicale pour savoir si on a affaire véritablement ou non à de l'aliénation mentale, notamment dans les cas de folie feinte pour échapper aux devoirs militaires. Et c'est quelque chose qu'on trouve présent, quelque chose qu'on trouve dans l'Odyssée, par exemple. Ulysse fait ça dans l'Odyssée, mais c'est quelque chose qu'on trouve dans des textes d'époque romaine également. C'est assez présent. Et donc, dans les textes d'époque romaine, c'est le médecin qui doit juger. C'est déjà le médecin qui doit juger de ces questions-là. Donc, ouais, c'est quelque chose qui est présent. Mais c'est pas un domaine très développé. Le contact entre les deux n'est pas très développé. Et est-ce qu'il y a une distinction dans les âges de la vie? Un peu l'adulte, ce qu'on qualifierait de pédopsychiatrie aujourd'hui, ou de la pathologie du sujet plus âgé? Alors, là, ce dont j'ai parlé, bon, déjà, il faut se rendre compte que c'est pas un corpus qui est très étendu. Je vous ai donné plein de noms, mais encore une fois, c'est vraiment beaucoup des fragments. Le corpus des textes psychiatriques est assez peu étendu et il concerne très majoritairement, quasi uniquement, ce dont parlent les textes théoriques antiques. D'ailleurs, c'est l'homme de 35 ans, le mâle de 35 ans. C'est vraiment les femmes sont passés sous silence, les enfants sont très souvent passés sous silence, et la gériatrie, c'est vraiment un domaine qui est un peu à part parce que difficile d'accès, c'est difficile à gérer, conçu comme difficile à gérer par la médecine d'une manière générale. Donc c'est assez décevant quand on veut faire cette enquête-là, c'est assez décevant parce que nos sources sont pas très fournies. Il y a clairement des distinctions, notamment quand les questions de troubles de la mémoire. On sait qu'il y a des troubles de la mémoire qui sont spécifiques à la vieillesse. On peut essayer de retracer une archéologie d'Alzheimer, par exemple, mais on n'aura pas grand-chose. On n'a pas grand-chose. Et aussi, on a beaucoup parlé des troubles mentaux. Enfin, vous avez beaucoup parlé des troubles mentaux. Est-ce qu'à cette époque-là, il y avait une distinction entre trouble mental et maladie mentale? Alors c'est moi qui ai utilisé l'expression trouble mental. C'est un gros problème de savoir qu'est-ce qu'on utilise comme terme pour parler de ces textes-là, parce que trouble mental, vous trouvez l'expression psychika pathé, qui veut dire affection psychique, et qui se traduit bien par et donc bon, c'est traduit aussi en latin, mais qui se traduit bien par trouble mental. L'expression de maladie mentale avec le mot nosos, vous le trouvez également, mais c'est plus rare, et a priori c'est totalement équivalent. C'est totalement équivalent. Donc, je ne ferai pas de distinction, en tout cas. Là, tout ce dont je vous ai parlé, c'est des maladies. C'est considéré comme des maladies à part entière. Donc, par exemple, la manie, c'est une maladie, une catégorie nosologique bien définie. C'est pas des symptômes. Voilà, cette catégorie dont je vais parler aujourd'hui, c'est pas les symptômes psychiques, c'est les troubles mentaux conçus comme des maladies. Et une deuxième question, j'ai l'impression que du coup, à cette époque-là, les philosophes étaient beaucoup en opposition au médical. Oui. Et sauf que, par exemple, Hippocrate, on a l'impression qu'il est médecin et philosophe. Donc il est en opposition avec lui-même ou Alors, Galien est médecin et philosophe. Vous avez du texte philosophique, des textes médicaux chez Galien, des vrais textes philosophiques chez Galien. Non, ça c'est simplement une question une manière de s'y retrouver un peu dans ces textes qui sont un peu compliqués. Il y a une répartition des compétences entre médecins et philosophes, mais c'est pas nécessairement une opposition. Et par exemple, si on regarde alors Hippocrate, c'est plus compliqué parce qu'il y a des Hippocrates, mais si on regarde l'exemple de Galien, il nous fait des textes philosophiques sur la gestion, sur une thérapie cognitive et comportementale, en gros,
Et ça le gêne pas de faire à côté un texte médical sur le traitement de la mélancolie par purgation. C'est simplement que c'est deux manières différentes d'aborder le même problème. Il n'y a pas vraiment d'opposition en fait. Il n'y a pas de guerre en tout cas entre philosophes et médecins sur ces questions-là. C'est des options différentes. Bonjour. J'avais une question. Ce serait quelle solution les pneumatistes pouvaient proposer en fait pour les troubles mentaux? Quelle solution alors, l'exemple d'Archigène d'Apamée qui traite quel est le problème que vous Okay. Parce que quelle est la question? C'est pas parce que les pneumatistes soutiennent l'importance du souffle dans la théorie. Bah c'est ça, quand je me dis que c'est comme ils soutiennent le souffle, je me disais quelle opération du coup ils pouvaient produire pour arranger ça. Je me dis parce que du coup c'est pas quelque chose de matériel, de physique, voilà, c'est ça. D'accord. Ok, je comprends la question. Non, en réalité, alors la théorie pneumatique, elle est très compliquée. L'existence de l'école pneumatique, elle est très compliquée. Mais en gros, pour le dire vite, c'est des gens qui sont très proches des stoïciens et qui considèrent que le pneuma, donc le souffle, c'est plutôt l'instrument de la pensée, et donc en gros c'est ce qui circule dans les nerfs pour diffuser des choses qui se passent fondamentalement au niveau du cœur. Alors pour eux c'est plutôt au niveau du cœur, mais le pneuma c'est plutôt le support que l'organe responsable des opérations de la pensée d'une manière générale. Ça répond à votre question ou pas? Oui. Une dernière question peut-être? Bon. Il nous reste à remercier encore c'est moi qui vous remercie, Julien, pour l'exposé la discussion qu'on a pu avoir. Merci à tous de votre présence, Sophie Lorinon d'avoir organisé la soirée. Et puis, à très bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup.